Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Benoît Roblin. Je suis le directeur du Hub de BPI France. Alors le Hub, c'est quoi? C'est une structure un peu bizarre, bicéphale. Le Hub, en premier temps, c'est cette salle. Cette salle qui a été créée il y a une dizaine d'années, à peu près au même moment qu'à la création de BPI, avec cette ambition que les différents acteurs de l'écosystème puissent échanger sur les problématiques de l'innovation française. On a des événements quasiment quotidiennement où on a des startups, des directeurs innovation, des VC, des directions stratégiques qui viennent là pour échanger sur différentes problématiques liées à l'innovation. Ce soir, on a notre troisième Tech Hub du Hub. Les Tech Hub du Hub, c'est une structure, une organisation qu'on a mis en place cette année, avec une ambition, c'est que les startups et les grands groupes puissent échanger sur des use cases sur lesquels ils ont pu travailler avec une thématique. On a pu avoir la première thématique, je crois qu'on l'avait lancée, c'était sur le Web 3.0. Ensuite, on a parlé Industrie 3.0. Alors ce soir, ça ne sera pas en 3.0, mais le sujet va être passionnant puisqu'on va pouvoir parler et échanger sur des use cases entre grands groupes et startups sur les thématiques de l'IA. Ce soir, alors, on a un invité exceptionnel qui est Luc Julia, qui est parrain de la FTCC. La FTCC, en quelques mots, c'est un acronyme un peu bizarre qui s'appelle la French Tech Corporate Community. La French Tech Corporate Community, c'est une mission qui a été créée par l'État en 2020 avec pour ambition de développer les relations entre start-up et grands groupes autour de différentes thématiques. Et c'est... je dirais que ce n'est pas vraiment un think tank, c'est plutôt un do tank. Il va proposer des actions à mettre en place pour favoriser la collaboration entre start-up et grands groupes. Donc je vais passer maintenant la parole à Pierre Jarijon, qui va animer cette session avec vous. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci Benoît. Bonsoir à tous. C'est un grand plaisir et un honneur d'être avec vous ce soir. Donc je me présente, Pierre Jarijon. Je suis responsable de l'accélération IA pour BPI France. Donc comment BPI France se transforme à l'ère de la nouvelle vague d'IA qu'on va rencontrer. Et justement, pour en parler, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Luc Julia pour un petit moment d'échange ensemble. Merci Pierre. On reste debout. On reste debout, ça sera très bien. Première question, Luc, parce que peut-être que tout le monde ne te connaît pas. Ce serait étonnant, mais on ne sait jamais. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, ce que tu as fait? Ok. Je fais de l'IA depuis une trentaine d'années, dans la Silicon Valley en général, parce que je suis basé là-bas toujours. Mais en ce moment, je suis Chief Scientific Officer chez Renault. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ça qui est rigolo. Et où on essaye de faire de l'IA. Et avant ça, j'ai fait de l'IA chez Samsung, chez Apple, chez HP, dans une tripotée de startups que j'ai créées là-bas. Et avant ça, dans la recherche à Stanford, au MIT et en France avant de partir. Bon, alors je me dis que tu es peut-être la bonne personne à qui je peux poser la question. Finalement, c'est quoi l'IA? Alors déjà, c'est pas l'IA, c'est les IA. D'accord, parce que les IA existent depuis officiellement 1956, donc ça fait un petit moment. Hein, ça n'a pas apparu l'année dernière avec ChatGPT, comme je l'entends de plus en plus. Et donc, depuis 1956, il y a eu plein d'IA. Hein. Il y a eu les IA, ça a commencé par les IA statistiques d'ailleurs dans les années 50. Ça n'a pas trop bien marché. Et puis on a fait souvent, enfin surtout après ça, dans les années 60, 70, 80, 90, les systèmes experts, donc toutes ces qui étaient les IA logiques, on va dire. Et puis c'est revenu à la mode, les IA statistiques, dans les années 90, avec le big data, avec Internet, avec toutes les données qu'on peut avoir aujourd'hui. Et il y a eu trois grandes vagues, on va dire, depuis les années 90, qui étaient les IA qu'on a appelées du machine learning, hein, donc dans les années 90-2000. Après ça, on a eu le deep learning. Alors, machine learning, c'était avec pas mal de data, mais un peu moins qu'aujourd'hui, parce qu'on était dans les 100 000, 1 million de pièces de data. Hein. Après ça, on a eu du deep learning. Alors, c'était vachement plus deep, avec beaucoup plus de données. Donc là, on passe déjà dans des millions de morceaux de data, donc ça commence à être beaucoup plus important. Et puis là, maintenant, on est arrivé dans l'IA générative, les IA génératives qui, elles, utilisent des milliards de morceaux de data.
D'accord, donc voilà, c'est toujours la même chose en gros. Donc il faut respirer un tout petit peu. On ne peut pas parler de révolution, par exemple, quand on parle de l'IA générative en particulier. Hein. Certainement pas dans la façon dont ces IA sont faites, parce que ce ne sont que des IA statistiques avec de plus en plus de données, comme je viens de dire juste avant. Par contre, si on veut vraiment parler de révolution avec les IA génératives, donc qui sont apparues pour le grand public en 2022, à fin 2022, enfin mi-2022, fin 2022. Mais dans la réalité, en 2018, de 2017-2018, ces IA génératives, si elles ne sont pas une révolution technologique, elles sont une révolution d'usage. C'est-à-dire qu'elles ont une caractéristique absolument extraordinaire, qui est qu'on peut les invoquer à travers un prompt. Et donc ce prompt que vous avez tous utilisé, parce que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez tripoté déjà ChatGPT une fois dans votre vie, ces prompts sont très intéressants parce qu'ils permettent d'enlever les interfaces globalement. Et donc de pouvoir discuter avec ces IA d'une manière complètement ouverte et de pouvoir leur faire dire et faire n'importe quoi, ce qui est une de leurs caractéristiques aussi. Alors, avec donc ces nouvelles IA à qui on peut faire dire et faire n'importe quoi, est-ce que ces anciennes IA, ces IA classiques, déterministes, discriminantes, je ne sais jamais comment on doit les appeler, c'est terminé ou est-ce qu'elles ont encore un avenir ? Alors, il ne faut surtout pas les terminer parce que ces IA génératives ont une autre caractéristique sur lesquelles on n'insiste peut-être pas assez, c'est qu'elles sont très énergivores et ce sont parfois, dans leur usage, des aberrations écologiques. Donc, dans la période dans laquelle on est aujourd'hui, il ne faut pas oublier ça. Donc, du coup, il ne faut surtout pas oublier les IA précédentes, que ce soit le machine learning ou le deep learning. Il y a toujours des belles heures pour ces IA-là. Mais même les systèmes experts, donc, qui étaient ces IA logiques dont je parlais juste avant, même ces systèmes experts devraient être utilisés encore aujourd'hui. C'est vrai qu'on les a un tout petit peu oubliés parce que c'était plus trop à la mode et tout ça, mais toujours dans cette logique d'essayer de faire des choses d'une manière un peu plus frugale, peut-être qu'il serait bien qu'on se rappelle un tout petit peu de ce que c'était que ces systèmes experts et les utiliser un tout petit peu plus. Donc il ne faut surtout pas oublier les IA précédentes et surtout pas essayer de faire avec les IA qui étaient très performantes pour certaines de ces tâches qu'on leur faisait faire avant. Il n'y a pas de raison de changer, sauf si évidemment il y a un gain de performance intéressant, mais avec l'impact écologique que ces nouvelles IA peuvent avoir, il faut quand même un tout petit peu réfléchir avant de s'y jeter complètement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des usages très, très intéressants, ne serait-ce que, encore une fois, cette accessibilité qui est très, très, très simple. Alors, je n'avais pas prévu de poser la question, mais je rebondis. Tu parles de frugalité. Tout de suite, je pense éthique. On entend beaucoup d'usages éthiques de l'intelligence artificielle, on entend beaucoup parler de régulation de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est faisable, un usage éthique de l'IA ? Bon, l'éthique, ça va dépendre de nous. Ça va dépendre de comment on veut utiliser ces choses-là. Hein. Donc, la régulation va être obligatoire, mais c'est comme pour tous les outils. Donc finalement, quand je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas dire IA, une IA, mais il faut dire les IA, c'est des outils. D'accord, c'est des outils qui sont spécifiquement faits pour des domaines et des tâches particulières. Et donc, moi, si j'ai vraiment à parler d'une IA particulière, je parle d'un marteau, d'accord, parce que c'est un outil comme les autres. Et le marteau, je peux utiliser à bon et mauvais escient. Je peux l'utiliser pour planter le clou, je peux l'utiliser pour taper sur la tête. Et on a décidé collectivement que si je te tape sur la tête, c'est pas bien. D'accord, mais bon, à la fin, c'est moi qui tiens le manche du marteau et c'est moi qui décide de le faire. D'accord, c'est pas le marteau tout seul qui va aller se planter sur ta tête. Donc c'est l'éthique finalement et la régulation, c'est une histoire de comment on décide collectivement d'utiliser ces choses. Et donc le mot clé de toutes ces IA et de l'utilisation de ces technologies, c'est éducation. C'est-à-dire qu'il faut s'éduquer, il faut comprendre. Alors aussi bien dans l'usage éthique à partir de l'énergie, enfin en fonction de l'énergie déployée, ou alors l'usage éthique tout court de comment je vais utiliser ces IA, comment je vais utiliser ces data. Un des problèmes essentiels des IA actuelles, on va dire celles qui utilisent énormément de données, c'est que plus il y a de données, plus elles ont de chances d'être biaisées. Et à partir du moment où on biaise les données, ou les données, en faisant exprès ou pas d'ailleurs, ça pose des problèmes éthiques évidemment, parce qu'on voit souvent, enfin il y en a beaucoup d'exemples d'IA qui ont utilisé
qui utilisent des robots qui utilisent des IA, par exemple, pour déterminer quel est le crédit d'une personne, et en fonction, même âge, même situation, même tout sauf le sexe, on voit que l'IA va avoir tendance à donner moins de crédit aux femmes qu'aux hommes. Donc pourquoi ? Parce que les données qui sont utilisées sont biaisées, et donc effectivement, c'est un problème. Maintenant, tu vas me dire, bah, c'est fastoche, il suffit de choisir les bonnes datas, et puis comme ça, on va débiaiser. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on fait ça, ça veut dire qu'on rentre dans notre propre biais quand on choisit les données. Donc, c'est des problèmes compliqués, d'accord ? Donc, il faut s'éduquer et collectivement choisir ce qui a du sens ou pas dans l'application et dans le développement de ces diverses IA. Et donc, pour ce faire, c'est quoi le meilleur profil des personnes qui peuvent faire ce travail d'analyse éthique ? Est-ce qu'il y a un bon profil ou est-ce qu'au contraire, c'est une diversité ? Moi, je pense qu'il n'y a pas un bon profil. Je pense que ça doit être, encore une fois, collectivement, tous ensemble, qu'on a décidé, en s'éduquant collectivement, en faisant des soirées comme celle-là, et puis en faisant toutes les soirées d'IA qui peuvent exister dans le monde aujourd'hui. Donc, en parler, comprendre, et donc à se faire des idées, se faire des opinions, débattre, et à la fin, décider ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Parce que, encore une fois, c'est pas une personne qui doit nous imposer ce qui est bien ou pas bien. On n'est pas en Chine. Alors, ce soir, on est sur un format où on parle de start-up et de grands groupes, donc d'entreprises. Là, on a un peu évoqué le sujet pour des particuliers, pour des citoyens, mais pour une entreprise, justement, comment justement elle peut aborder ce sujet, comment elle doit se lancer. Est-ce que c'est plutôt un travail très industriel où on lance un plan quinquennal sur l'IA ou une autre approche ? Ouais. Alors je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord que l'agilité est quelque chose qui est important dans le monde actuel. C'est-à-dire qu'on veut délivrer des systèmes le plus rapidement possible. Donc il faut être relativement agile. Il faut s'éduquer encore une fois pour savoir exactement comment ces IA marchent. On voit aujourd'hui avec les IA génératives, comme je disais tout à l'heure, que c'est excessivement facile à appréhender grâce à ces fameux prompts et au déploiement. Alors il faut faire attention, il y a des écueils à éviter. Il ne faut pas faire ce qu'on appelle dans le milieu une Samsung, par exemple. Faire ce qu'a fait un ingénieur de Samsung en avril 2023 qui a utilisé ChatGPT contre son département IT et qui a globalement fait fuiter des secrets industriels. Il ne travaille plus chez Samsung aujourd'hui. Donc il faut faire tout de suite attention. Il y a des limites. Nos départements IT doivent nous dire exactement ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Nous donner les outils. Donc eux-mêmes, il faut qu'ils se bougent aussi les fesses pour pouvoir nous donner accès à ces outils-là. D'accord ? Donc il y a plein de choses à faire de tous les côtés. Demander du côté de tous les métiers. Quand on a des entreprises qui sont très horizontales avec plein de verticales différentes, la bonne nouvelle avec ces IA génératives en particulier, parce qu'elles sont faciles à utiliser, la vérité c'est qu'on peut appliquer dans n'importe quelle verticale, on peut appliquer une ou deux façons de les utiliser. Donc ça, c'est très intéressant. Par contre, encore une fois, il faut les utiliser de la bonne manière dans les termes que définissent l'IT et en fonction de ce qu'on fait aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on s'en fiche un peu, on va vouloir parler à monsieur ChatGPT, ça va être OK. Il y a des fois, lui donner des données, c'est pas la peine. Donc, je prends un exemple chez Renault. On a adopté maintenant l'IA générative pour le design, alors que les designers étaient un peu, au début, ils n'avaient pas envie parce qu'ils se disaient, comme on dit souvent, et ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, que ces IA vont nous prendre nos jobs, d'accord ? Donc ils se disaient oh là là, ça va me remplacer. Non seulement ça les a pas remplacés, mais ça les a augmentés. C'est-à-dire qu'ils se sont aperçus que ces IA génératives, sans donner les designs, encore une fois, sur les plateformes qui sont dans le cloud, mais plutôt en utilisant les IA génératives en local, ils se sont aperçus que ces outils allaient exacerber leur créativité et non pas les remplacer. Donc aussi, il faut comprendre comment ça marche, il faut éduquer, il faut expliquer. Et donc, une fois que l'explication est faite, en général, ça marche pas mal. On voit très bien dans l'adoption dans les entreprises, on voit qu'au début, les gens sont réticents. On voit, non, j'ai pas envie, je vais me faire remplacer, blablabla. Et puis, dès qu'ils ont commencé à utiliser, ils s'aperçoivent qu'il y a un certain nivellement par le haut, qui est quand même assez impressionnant. Enfin, moi, je trouve ça impressionnant. Et justement, à cause de cette facilité d'accès, on voit un nivellement par le haut de la qualité du travail qui est produit grâce à l'utilisation des IA génératives. Donc il faut voir ça comme un outil puissant qui peut être utilisé à bon et à mauvais escient, mais quand c'est utilisé à bon escient, ça augmente la productivité, la qualité, pas forcément un remplacement de gens, encore une fois, mais plutôt quelque chose qui va augmenter nos capacités intellectuelles, puisque c'est de l'IA. Alors, tu as déjà un peu commencé à y répondre, donc pas de
grand remplacement, si je puis dire, des travailleurs. Mais est-ce que tu as une vision un petit peu sur qu'est-ce que ça peut donner à 5 ans, 10 ans, 15 ans? Alors bon, je suis pas Elon Musk, hein, donc je vais pas vous donner je vais pas vous dire ce qui va se passer demain, mais certainement, bon, ces idées génératives, à cause de leur impact écologique, je pense qu'elles vont être un peu fatiguées dans pas longtemps. D'accord, c'est qu'il va falloir trouver des alternatives plus frugales. Donc ça, je pense que technologiquement, on va y arriver. On va faire des modèles qui vont être plus spécifiques et du coup moins généralistes, sans perdre toutefois la partie prompt qui est, lui, généraliste. Donc il va falloir faire un peu attention. Mais bref, je pense qu'on va faire un peu plus d'hybridation avec des vieilles IA, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire des IA d'il y a 2 ans. Et donc en faisant ces hybridations, on va avoir des nouvelles IA qui vont être très spécialisées, hein. C'est marrant parce que quand on regarde un peu l'histoire de l'IA, donc depuis 68 ans, on voit qu'au début, quand une nouvelle IA arrive, quand un nouveau type d'IA arrive, on dit ça y est, on est proche de l'AGI, hein, Artificial General Intelligence, donc le machin qui va tout nous remplacer, nous tuer, faire mieux que nous, etc. Et puis après, on se rend compte que finalement, quand on s'est calmé un peu, on fait des trucs qui sont très spécifiques dans des domaines particuliers, et ces IA sont utilisés par de plus en plus de monde et correctement. Donc, je pense qu'on va avoir un peu cette hybridation pour faire en sorte d'avoir des trucs plus frugaux. On va avoir aussi des outils de plus en plus qui vont nous permettre de faire justement de fine-tuning ou ragging. C'est les machins qui nous permettent de spécialiser ces IA. Donc je pense que ça, on va voir dans les années qui viennent aussi. Et on va voir certainement, encore une fois, un autre type d'IA qui va sortir du chapeau un de ces jours et dans pas trop longtemps. Alors, un autre type d'IA ou des IA encore plus puissantes? Un type, en général, si elle sort, ça veut dire que ça va être plus puissant que ce qu'il y a avant, sinon ça ne sert à rien, hein. Les outils, ils évoluent, et ils évoluent dans le sens de la meilleure productivité, meilleur n'importe quoi. D'accord ? Donc ça sera certainement dans cette direction-là. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on voit de temps en temps, et on a des exemples dans l'histoire où on croyait qu'il y avait des nouvelles IA qui arrivaient et qu'elles allaient remplacer des choses, mais finalement, on s'aperçoit qu'elles n'étaient pas adéquates, et donc elles n'ont pas remplacé celles d'avant. Donc, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, on ne cherche pas non plus le grand remplacement de toutes les IA possibles et inimaginables, et on cherche plutôt des meilleures efficacités pour des tâches particulières. Donc, dans les tâches particulières, il y aura certainement des IA, mais là, je ne peux pas dire ce que c'est, j'en sais rien. Très bien, merci beaucoup. J'ai une dernière question. On est chez BPI France, donc Banque publique d'investissement France. Et donc justement, je me pose la question, la place de la France dans tout ça, ouais. Est-ce que l'écosystème français est bien positionné? Sur quel sujet? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, alors, j'ai aucun problème à répondre à la question parce que je vois un peu de l'extérieur, puisque je suis en Californie, et j'ai aucune honte et aucun problème pour dire qu'on est les meilleurs du monde. Alors, je sais bien qu'en France, on aime bien... Voilà, très bien, très bien. Mais non, mais il faut être très clair, c'est qu'on adore se flageller en France, hein. Moi, je vois ça de loin et donc ça m'énerve parce que bon, je considère quand même qu'on est quand même pas trop mal. Mais bref, on est les meilleurs du monde en IA en particulier. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que l'IA, c'est des mathématiques aujourd'hui, hein, c'est que des mathématiques aujourd'hui, depuis 68 ans. Il se trouve qu'on est les meilleurs du monde en mathématiques. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les médailles Fields qui le disent. Donc, on est les meilleurs pour la science pure, je dirais. D'accord ? Bon, tout ce qui va être ces IA, de toutes les IA globalement, on voit bien aujourd'hui, enfin vous voyez peut-être pas, mais dans la Silicon Valley aujourd'hui, tous les chefs d'IA des grands groupes que vous connaissez, hein, les Google, les Facebook, les Netflix, enfin tout ce que vous voulez, les chefs d'IA sont français. Alors vous allez me dire, ils sont en français, ils sont là-bas, ils ne sont pas ici. D'accord. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, ils étaient ici. Bon, ils sont partis comme moi il y a 30 ans ou des trucs comme ça, mais je vois que les nouvelles IA qui sont créées ici en France, et je ne dis pas parce que je suis ici, mais je dis ça tout le temps dans tous les discours que j'ai sur la place de la France dans l'IA et dans la science en général, c'est que grâce à la BPI, grâce à Fleur Pellerin en 2012-2013, on a créé donc cet écosystème. Vous avez créé cet écosystème qui fait que maintenant, on a une place à nouveau d'entrepreneuriat. Ce qui n'était plus le cas, franchement, il faut se dire des choses. Je veux dire, dans mes années, moi, quand je voulais sortir et quand je voulais créer des boîtes, je suis parti parce que je ne pouvais pas le faire. D'accord ? Et donc, depuis 2012-2013, donc ça fait maintenant un peu plus de 10 ans, on a cet outil qui est ici. La BPI est un outil extraordinaire pour créer des entreprises, pour créer des petites pépites. On les a. Maintenant, après, on a certainement un petit problème pour faire du scale-up. D'accord ? Mais ça, c'est certainement pas au niveau de la BPI que ça va être résolu. Mais déjà,
continuons à construire et à créer ces startups qui sont extraordinaires et qui font rayonner la France au niveau de l'IA. Merci beaucoup, Luc. Plaisir. Pour moi, c'était très clair et très complet. En plus, on a été assez court. Donc, encore un grand merci à toi pour être venu ce soir. Merci, Luc. Je vous propose de continuer avec une table ronde et j'invite donc Noémie, Maxime et Mickaël à me rejoindre. Je vous invite à tous tester votre micro. 1, 2. Ouais. Voilà. Donc je rappelle, si Benoît l'a déjà bien fait, donc ce soir c'est un événement qui est organisé donc par le pôle Relations Corporate et Business Développement du Hub. J'ai mes notes parce que des fois j'oublie un mot ou deux. Et donc dont les missions sont de faire collaborer les grands groupes et les startups, notamment les grands groupes c'est-à-dire aussi les participations. Je refais, excusez-moi. Les grands groupes et les startups, et notamment dans les startups, les participations de BPI France dans nos véhicules côté innovation. Je donne également un deuxième rappel. On a la chance d'avoir 3 experts dans 3 belles boîtes que je vais inviter et à qui je vais inviter de se présenter. Mais avant tout, je voulais rappeler que l'idée, c'est qu'on ait des échanges complètement libérés. Et donc, les propos qui sont tenus ce soir n'engagent que ceux qui les tiennent et en aucun cas les entreprises pour lesquelles ils travaillent. Voilà, comme ça, on s'assure que tout le monde va pouvoir parler librement, moi le premier. Et tout de suite, je vous propose maintenant de commencer, peut-être avec un petit tour de table, en commençant peut-être par Noémie. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire où tu travailles et ce que tu fais chez B? Bien sûr, donc bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Je suis Noémie Elezam. Moi, je travaille pour le groupe Société Générale, donc voilà, une grande banque européenne universelle. On a 3 grands piliers d'activité, hein, le retail, le CIB et la mobilité. Et au sein de ce groupe, je suis en charge donc pour l'ensemble du groupe et sur l'ensemble de nos géographies de la stratégie d'intelligence artificielle. Merci Noémie. Peut-être Mickaël. Mickaël Maillot, je suis responsable pre-sales et partner chez iAdvise. iAdvise, qui est une start-up qui a 14 ans. Je ne sais pas si ça rentre encore dans les catégories des start-up, scale-up. Et notre mission, c'est de rendre le e-commerce conversationnel. On part toujours du même constat. Depuis 14 ans, c'est que le taux de conversion il est de 2-3% sur les sites e-commerce et que la conversation permet de débloquer les conversions. Comme on ne peut pas toujours mettre un conseiller client derrière chaque visiteur, forcément, avec l'IA générative, iAdvise peut amplifier le mouvement. Voilà. Et à titre personnel, j'ai fait 12 années chez Orange. Voilà, je connais les grands groupes et ça se passe bien. Ça va être ma prochaine question, mais d'abord, peut-être Maxime, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, merci beaucoup. Donc, moi, je m'appelle Maxime, je travaille chez Shift Technology. Nous, on est une start-up un petit peu plus jeune que iAdvise. On va fêter cette année nos 10 ans. Moi, mon rôle, c'est Chief Data Scientist, notamment pour l'Europe, qui a à la fois un rôle de design des modèles et des algorithmes qu'on va utiliser derrière. Mais aussi, nous, on a une vision vraiment de bout en bout de la chaîne. C'est-à-dire qu'on va non seulement travailler sur les modèles, mais aussi travailler avec nos clients sur comment ils les utilisent et comment on s'assure aujourd'hui de répondre à leurs besoins. Donc, de travailler main dans la main avec eux pour s'assurer que les modèles qu'on développe vont bien répondre aux besoins des différents assureurs. Parfait, merci beaucoup, Mickaël. Et donc, je commence avec Maxime. Je commence avec la première vraie question. Quel est l'intérêt pour une start-up de travailler avec un grand groupe et pour un grand groupe de travailler avec une start-up vous n'êtes pas obligé de répondre tous les 3. Qui veut prendre la question ? Peut-être Mickaël. Alors pourquoi ? Je dirais que pour une start-up, très souvent sans faire de généralité, mais c'est quand même un peu le Graal, le grand groupe. C'est quand même les logos qu'on peut poser sur le site et dire je travaille avec Société Générale, Orange, c'est notre cas. Voilà. Ayant dit cela, c'est le Graal parce que on sait que c'est forcément des collaborations fructueuses, riches, longues. Après, il y a aussi une question de moment, de quand travailler avec les grands groupes. Je parlais plutôt, sans faire de généralité pour iAdvise. On sait que quand une start-up elle cherche son MVP, voilà, son produit minimum viable et répétable,
C'est plutôt avec des entreprises de taille plus modeste, en général, qu'on arrive à l'affiner. Et peut-être que travailler parfois avec un grand groupe un peu trop tôt, ça peut être un petit peu risqué dans cette stratégie de recherche du produit minimum viable. Voilà. Donc il y a des moments qui sont plus propices que d'autres. Néanmoins, travailler et collaborer avec des grands groupes, même dès le début, c'est quand même un moyen de se donner une fenêtre sur l'avenir. Voilà, sachant qu'à un moment, ce sera le Graal, il faut que je prenne en compte cette connaissance des grands groupes, la multiplicité des interlocuteurs pour les intégrer dans ma chaîne d'innovation, de réflexion. Voilà. Mais je pousse encore la question avant peut-être de poser la question complémentaire. C'est comment on fait justement pour commencer à travailler avec un grand groupe ou déjà prendre relation avec un grand groupe? Je pense qu'il faut être au clair, enfin pour avoir une bonne collaboration, en tout cas être au clair sur qui on est et ce que cherche l'autre. Je leur dis, une start-up, elle va rechercher à faire sur une VP, à itérer, plutôt à se confronter à une multitude de clients, plutôt que de rester trop peut-être focus sur un client donné, mais qui peut peut-être l'emmener dans une direction qui ne serait pas la meilleure direction marché. Et donc de savoir un petit peu dans quelle direction aller. Pour le grand groupe, en fait, ça force souvent à faire sortir cette question qui n'est pas souvent très claire. Pour un grand groupe, c'est est-ce que je suis plutôt dans un mode de faire, de make ou de buy? Est-ce que, en fait, ça pose la question à la fin, qui fait le produit? C'est quoi le produit et qui fait le produit? Et parfois, cette question, elle est un petit peu hybride, c'est-à-dire que oui, le grand groupe cherche un produit, mais en même temps, il voudrait qu'il soit très configurable pour le tordre dans sa direction. Donc, il faut savoir en fait si le produit, c'est un produit qui est d'emblée très enterprise, très configurable, très intégrable. Est-ce que c'est plutôt un produit que je veux sur étagère, mais donc derrière, c'est plutôt la start-up qui édite le produit et pas le grand groupe. Il y a ces questions-là qui sont centrales, en tout cas, je pense, et qu'il faut souvent expliciter. Moi, je peux compléter peut-être en rebondissant sur ton idée de effectivement make or buy ou partner, enfin plus globalement dans un grand groupe quel qu'il soit. Et là, on parle même au-delà de l'IA, dans la transformation digitale dans son ensemble. L'enjeu, un des enjeux, c'est qu'il y a un agenda de transformation qui est très important. Donc en fait, il y a un vrai sujet de priorisation déjà par zone de valeur. On pourra en reparler sur l'IA, mais nous, c'est au cœur de notre travail au quotidien de toujours prioriser par la valeur. C'est l'étape 1. Et puis l'étape 2, c'est ensuite de dire, une fois que je suis clair sur mes principales zones de valeur, effectivement, quelle est la bonne façon de faire? Est-ce que je rajouterais, est-ce que je réutilise des choses que j'ai fait ailleurs dans mon grand groupe? Parce que c'est aussi un enjeu qui est extrêmement important. Et je pense dans la collaboration avec les startups, c'est important aussi de l'avoir en tête quand on est une startup. C'est qu'en fait, avoir une visibilité sur l'ensemble du groupe, c'est important et c'est parfois un défi. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réutilise? Ou est-ce que je décide de travailler plutôt avec un partenaire? Et donc, en fait, le principal apport du travail avec les startups et des partenariats, c'est de pouvoir aller plus vite dans le delivery de cet agenda de transformation qui est important, sans sacrifier le fait qu'on continue de prioriser par la valeur. On ne va pas travailler avec une start-up pour tester une technologie juste for the sake of it. On va vraiment rester focalisé sur notre agenda. Pour rebondir sur ce point, moi, j'ai vraiment une vision où, en s'appuyant sur les startups, les grands groupes vont réussir justement à accélérer leur transformation, notamment à casser des choses qui peuvent se mettre en place sur des silos, sur des responsabilités, sur des différences entre les visions côté métier, côté IT. Comment on arrive à porter ça? Comment on arrive à porter un projet qui va transcender le tout? Le fait d'amener un tiers qui, en plus, est vu comme une startup avec un petit côté novateur, avec potentiellement des méthodes de travail différentes et une agilité, une vision des choses qui va être différente, va permettre aussi non seulement de faciliter les échanges entre tous, de potentiellement amener une nouvelle vision, de nouveaux objectifs et d'accompagner en accélérant justement cette transformation au sein des grands groupes. À l'inverse, comme le signalait Michael, le risque pour une start-up de partir avec des grands groupes très tôt, c'est aussi de se spécialiser, notamment dans le B2B, de commencer en travaillant directement avec un très grand groupe. On va se spécialiser sur les besoins de ce groupe-là et peut-être perdre un petit peu le focus un petit peu plus large du marché et comment je crée un produit qui va répondre à mon marché et pas un produit qui répond à ce client-là qui me permet aujourd'hui, par rapport à ma taille, potentiellement de vivre. Très clair. Voilà, c'était un peu le propos introductif parce qu'on n'a pas encore parlé d'IA. Et donc justement, on a bien compris l'intérêt réciproque et comment on peut créer de la valeur des deux côtés dans cette relation. Et on va parler maintenant d'intelligence artificielle, générative mais pas que, Luc l'a rappelé. Donc l'IA n'est pas nouvelle, cette vague est nouvelle. Qu'est-ce que cette nouvelle vague apporte en opportunité, en usage nouveau qu'on n'avait pas pu
traitées dans les précédentes versions, les précédentes vagues d'intelligence artificielle qu'on a rencontrées. Qui veut prendre? Maxime, peut-être? Bah, moi, je vais donner un point de vue qui est vraiment plutôt axé sur notre cœur de métier. Donc, nous, le métier de Shift, c'est d'accompagner les assureurs pour de la prise de décision automatisée, que ce soit sur de l'automatisation des sinistres ou de la détection de fraude. Dans ce monde-là, on avait une approche avec des modèles classiques qui est basée beaucoup sur justement des IA dont parlait Luc juste avant, sur du machine learning et du deep learning. L'arrivée de l'IA générative nous permet en fait d'accélérer de façon assez forte le développement de modèles qui vont aller travailler sur le texte. Le texte libre notamment, on a beaucoup de cas sur, par exemple, je crée un sinistre, je vais être capable de juste demander à mon assuré, dites-moi ce qui s'est passé, il va raconter ce qui s'est passé et j'ai plus besoin d'avoir un formulaire complet, à lui faire cocher des cases, mettre des numéros ici. Je suis capable d'extraire toutes ces informations et de savoir directement, il s'est passé tel jour, c'était un bris de glace ou un dégât des eaux et voici les éléments qui ont été endommagés. Je vais être capable de donner du sens à tout ce flot de données qui va être en fait de la donnée non structurée. Je vais être capable de la structurer et de construire une donnée qui va pouvoir être utilisée derrière par d'autres types d'IA. Et c'est là où il faut garder quand même un petit peu de recul par rapport à ça, parce qu'on pourrait aussi potentiellement se dire, je prends toutes mes données, je les jette dans un modèle comme ça et je vois ce qui en sort et je lui dis, est-ce que je dois payer le sinistre, oui ou non? Et en fait, ça, on va potentiellement sortir un peu d'un monde où on a envie de contrôler. On a envie de savoir, est-ce que mon produit répond à ce type de sinistre? Est-ce que la personne est couverte? Est-ce qu'il y a des suspicions de fraude? Quel est l'historique de sinistre de cette personne? Est-ce que j'ai potentiellement des éléments de suspicion via des données, des informations extérieures, etc. Et en fait, c'est de vraiment travailler sur certains use cases, d'accélérer certains use cases, de permettre notamment sur la partie données non structurées d'extraire cette information, de la transformer et derrière d'alimenter les modèles avec des données qui sont beaucoup plus riches que ce qu'on peut avoir directement via des formulaires ou via des gestionnaires de sinistres qui rentrent les données dans le système. Donc le côté données non structurées vers données structurées, ça accélère beaucoup de choses. Chez iAdvise ou chez Société Générale? Alors moi, je vais répondre avec une approche un tout petit peu différente en passant par les usages finalement. Enfin, pour créer quel type de valeur? J'ai parlé de création de valeur. Donc en fait, peut-être en partant du portefeuille pré-IA générative nous qu'on avait dans les cas d'usage, globalement, on avait une bonne partie de nos cas d'usage plutôt sur de l'efficacité opérationnelle. Ensuite, un balance entre l'expérience client et puis la gestion des risques. Et puis ensuite, le business développement. Clairement, l'IA générative, pour nous, l'essentiel du potentiel de valeur qu'on y voit aujourd'hui, il est plutôt sur un registre d'efficacité opérationnelle. Et nous, on a l'habitude de le catégoriser dans un framework qu'on appelle les 4 C. Donc, le premier, c'est vraiment des cas d'usage de type Content Intelligent. Donc, on va être dans des cas de figure de virtual expert, quelqu'un à qui on va, un robot auquel nos employés vont pouvoir poser des questions sur un certain nombre de registres précis. C'est absolument pas contradictoire avec ce qu'a expliqué Maxime. C'est effectivement, on est bien sur de la donnée non structurée et on va être en tout cas en type de cas d'usage dans une logique d'augmentation des employés sur différents registres d'expertise. Le deuxième type de cas d'usage, et ils ne sont pas forcément exclusifs, parfois ils cumulent des capacités. Donc le deuxième registre, c'est plutôt tout ce qui est production de contenu, génération vraiment de contenu. Donc là, on va être plutôt sur des cas d'usage de type génération de campagne marketing ou aide à la génération de contrats, par exemple. Donc c'est tous ces types de cas d'usage où, en effet, en tout cas, les IA génératives apportent une forme de scalabilité qu'on avait moins avec les IA traditionnelles. On le faisait déjà, on utilisait déjà du NLP, mais on a une scalabilité qui semble être plus forte avec ces IA-là. Le troisième type de cas d'usage, c'est celui dont tu parles et c'est celui dont tu parleras sûrement aussi, c'est l'assistance client. Donc voilà, c'est effectivement aller beaucoup plus loin dans le conversationnel. Et donc là, il y a un champ des possibles dans le domaine bancaire et assurantiel qui est assez important. Et le dernier, je dirais, c'est peut-être une sous-partie du content generation, mais c'est tout ce qui touche au code et au software engineering, où là, on voit bien aussi qu'il y a tout un tas de cas d'usage, que ce soit sur de la génération de code, sur de la documentation de code, sur la traduction de code, qui sont... donc voilà, nous, c'est un peu comme ça, en tout cas, qu'on les catégorise plutôt par typologie de cas d'usage. Nous, chez iAdvise, on a vraiment sur le troisième C, pour le coup, le centré client. Et c'est vrai que j'ai devancé un petit peu la réponse à la question tout à l'heure.
C'est pas un sujet qui est nouveau. Comment la conversation, elle permet derrière de rajouter cette touche plus personnalisée, plus immédiate sur le web, que ce soit pour commander, pour se dépanner, pour interagir avec la marque. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne pouvait pas mettre un conseiller, un vendeur derrière chaque client. C'est un sujet auquel on a été confronté depuis 14 ans, même s'il y a eu une première vague de l'IA, une première hype de l'IA vers 2015-2016, quand Meta a annoncé Facebook à l'époque, Facebook M, assez vite déceptive. Je crois que l'IA générative, elle a vraiment amené ce côté, ça y est, c'est maintenant. C'est tangible, c'est maintenant, il y a du résultat auquel on s'est confronté tout de suite. Et très vite, ça nous a permis de nous centrer sur un cas d'usage très focus, très sharp, mais qui était vraiment comment est-ce que l'IA générative de confiance peut derrière adresser les problématiques e-commerce avec des sujets qui vont adresser tout le client sur son parcours d'achat, de la considération de l'achat, l'acte d'achat en tant que tel, l'après-achat notamment. Donc, chacun dans vos contextes respectifs, l'IA générative, mais pas que générative encore une fois, puisque c'est l'arbre qui cache la forêt, impacte vos process métiers, impacte votre roadmap finalement. Mais est-ce que justement dans cette fameuse relation qui nous est chère entre start-up et grands groupes, ça impacte les choses? Je précise mon propos. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, moi je suis le grand groupe Jarréjon, et je me dis, bah, attends, avec l'IA générative, je vais pouvoir faire tout ce que les startups faisaient. Est-ce que, et j'ai un peu de début de réponse, est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Je pense qu'il y a plusieurs aspects derrière ça. Il y a à la fois les aspects que mentionnait Luc précédemment sur des aspects de oui, mais pourquoi? Effectivement, ces IA permettent de faire beaucoup de choses. Elles sont effectivement très coûteuses en termes de temps de calcul, les capacités de calcul dont il y a besoin derrière, qui sont à la fois une problématique de coût, même si aujourd'hui ça diminue énormément, mais aussi une problématique énergétique. Et donc il y a une vraie gestion de réfléchir à quel type de modèle on va mettre par rapport à quel type d'usage. Et après, l'autre aspect de se dire, maintenant avec ça, je peux remplacer toutes les startups. L'autre aspect, et pour revenir sur ce que je disais initialement, c'est aussi, oui, mais à quelle vitesse on peut transformer toute notre IT pour s'appuyer sur ces technologies-là. Je vois chez Shift Technology, on a commencé à utiliser des modèles d'IA générative. On les a mis en production pour la première fois en début d'année dernière. Donc, c'est-à-dire à peine quelques mois après que ça soit sorti, on avait déjà travaillé avec des modèles sécurisés, des modèles statiques, etc., pour pouvoir mettre à disposition ces outils-là directement dans nos modèles pour rendre service à nos clients. Et c'est là où, en fait, le fait de travailler avec une startup va permettre de, encore une fois, accélérer cette transformation. Donc oui, cette utilisation change des choses. Après, la question, c'est comment on repense toute notre stack côté IT pour aller s'appuyer sur des technologies qui sont aujourd'hui très énergivores et qui demandent des centres de calcul assez conséquents. Donc en fait, Non, je réfléchissais et je rebondis sur ce que tu dis. En fait, je pense que la question, c'est pas tellement est-ce que les grands groupes vont être capables de faire tout ce que faisaient les startups. Enfin, moi, ce que j'observe, en fait, ce que je trouve plutôt très intéressant sur ce qu'on observe dans l'écosystème, c'est en fait comment globalement l'écosystème se déforme avec cette accélération de l'intelligence artificielle et qui, encore une fois, je partage, l'IA générative ne va pas tout résoudre et moi, je parle d'IA plus globalement. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment se recombine l'écosystème entre les acteurs start-up, les acteurs hyperscalers, les acteurs même de la recherche. Enfin, on voit quand même qu'il y a toute une nouvelle combinatoire de l'écosystème qui est en train de se mettre en place. Et je pense que ça peut être intéressant pour réfléchir sur la relation grand groupe start-up en se disant finalement, est-ce que c'est encore une relation point à point comme dans certains cas, ou est-ce qu'en fait c'est une relation incluant aussi peut-être d'autres types d'acteurs de plus en plus. On voit des partenariats entre les cloud providers et les modèles providers. On sait qu'on va aussi avoir dans nos fournisseurs de logiciels classiques des features d'IA générative qui vont arriver et qui peut-être seront fournis d'ailleurs par des startups. Enfin, donc je pense que ce qui est intéressant dans ça, c'est vraiment la dynamique et le fait de dire qu'en fait, finalement, on réfléchira peut-être moins relation grand groupe startup, mais plutôt relation de chacun avec son écosystème. C'est vrai que le sujet de tout à l'heure sur la relation grand groupe startup, il n'est pas propre à l'IA générative. Enfin, je pense que ces questions, elles sont vraies depuis que ces deux grandes typologies de
d'entreprises existent, mais ce qu'il y a de nouveau avec l'IA générative, en revanche, c'est la vitesse et l'ampleur avec laquelle ça déferle. Autant avant, avant, l'ancienne génération d'IA, on se projetait plutôt dans l'idée que l'IA allait remplacer ou aider plutôt des tâches de production, vraiment les collaborateurs. Là, je pense que ça concerne même le management, l'IA générative, voire peut-être surtout le management. Donc c'est vraiment un sujet qui concerne toutes les strates du grand groupe. Et de fait, c'est vrai que c'est nécessaire de penser cas d'usage par cas d'usage, pour derrière se dire voilà, quelle est ma stratégie de make ou de buy, parce que c'est le sujet qui revient. Et en effet, comme tu le dis, Noémie, je crois que ça rebrasse aussi très vite l'écosystème derrière, qui consomme de quoi, qui va utiliser quoi, et peut-être même dans le temps d'ailleurs articuler différentes stratégies. On a aujourd'hui des grands groupes qui s'intéressent à l'IA générative et avec qui on travaille. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui ressort, qui revient régulièrement, c'est que la personne à qui on parle, c'est quelqu'un qui justement privilégie d'abord la rapidité, parce qu'il a envie de résultats, voire c'est peut-être même quelqu'un qui vient d'arriver, qui a envie de laisser un peu son empreinte, avant de voir comment est-ce que par la suite, bon oui, en effet, ça va s'intégrer, ça va se transposer dans l'ensemble des strates. Là où, quand on parle à des personnes qui sont plutôt en vue de faire du transverse, du intégré, etc., ben, on va peut-être plutôt s'orienter vers des discussions sur du make et donc peut-être peiner un petit peu plus à délivrer. Je prolonge la question, ça me fait penser, j'ai connu une époque où dans les grands groupes, tous les patrons voulaient leur chatbot. Et il n'y avait pas de cohérence, chacun faisait son truc dans son coin. Et donc là, moi, je vois bien le moment arriver où tous les directeurs vont dire « moi, je veux mon IA ». Comment justement, d'un côté équipe qui priorise et qui réalise dans les grands groupes et côté start-up, on va réussir à suivre le mouvement, suivre le rythme. Est-ce qu'on peut suivre le rythme? Est-ce qu'il faut suivre le rythme? C'est un peu la question que je me pose. Comment on fait pour que ce soit pas moi je veux mon chat GPT interne, je veux mon chat GPT pour ma direction avec mes acronymes, avec ma base de connaissances. Enfin, comment on fait pour suivre et comment on fait pour filtrer peut-être aussi? Moi, je peux peut-être démarrer. Donc, encore une fois, il faut juste rappeler que finalement, il y a déjà des IA dans beaucoup d'endroits. Enfin, si encore une fois, on fait un peu le distinguo entre les systèmes experts, les IA plus machine learning et l'IA générative, on a déjà aujourd'hui en production des IA dans beaucoup d'endroits dans le groupe. Et donc, le sujet de l'assistant ou du copilote, c'est un peu différent. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, l'IA générative apporte, de par sa nature, de par le fait qu'elle est pré-entraînée, etc., peut-être une opportunité d'avoir un socle de commonalité qui est plus important, et donc peut-être effectivement un intérêt d'avoir, en tout cas sur certains domaines ou sous-domaines, une approche plus structurée finalement, et en même temps, il y a une attente très forte de la part des utilisateurs, puisque 5 jours après sa mise sur le marché, on avait 1 million d'utilisateurs pour ChatGPT, et que donc les 1 million d'utilisateurs, il y en a une partie dans chacune de nos entreprises. Donc voilà, je pense qu'effectivement, s'il y a un enjeu, c'est celui d'arriver à concilier la vélocité avec laquelle il faut être capable d'avoir de premiers résultats et de premiers outils à disposition, et en même temps la rationalité de se dire que on doit le faire, et on n'a pas encore parlé de ce sujet, mais de façon encadrée, parce que bon, alors moi je travaille dans la banque, mais on est tous de toute façon, quelle que soit notre industrie, dans un cadre de régulation qui est en train de se préciser et de devenir plus tangible, et donc on aura de toute façon besoin d'avoir une vision globale. Et pour ajouter sur un aspect technique, ce qu'il faut garder en tête, tu mentionnais l'IA générative, c'est les modèles pré-entraînés. Bah, pas forcément. En fait, il s'avère qu'aujourd'hui, les modèles que la plupart des gens connaissent, et surtout ChatGPT, avec lequel on a beaucoup joué, c'est un modèle pré-entraîné. On a aussi des modèles open source qui ne sont pas entraînés. On peut entraîner nos propres modèles. Donc chacun est libre de réutiliser des modèles de type LLM pour entraîner son propre modèle.
Ça peut être très tentant, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est en train de discuter de modèles qui ont des milliards de paramètres. Et du coup, pour pouvoir entraîner ce type de modèle de façon pertinente, il faut avoir une base de données conséquente. ChatGPT, pour ça, ils ont crawlé tout Internet. Ils ont d'ailleurs des petits sujets maintenant de propriété de la donnée qui commencent à poindre. Mais donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que créer son propre modèle avec ses propres données, ça demande d'avoir un corpus de documents qui est quand même très très large. Après, il y a toujours l'approche qui est beaucoup à la mode en ce moment d'utiliser un modèle générique et de forcer un petit peu pour faire semblant qu'il est personnalisé en rajoutant dans le prompt énormément d'informations qui nous sont personnelles. Par exemple, tous les termes et conditions de nos contrats, de différents sites qu'on peut utiliser et de lui dire, bah voilà, sachant ça, maintenant j'ai posé cette question, qu'est-ce que tu peux me dire de plus? Du coup, on va utiliser un modèle préentraîné, tricher un peu en cachant dans le prompt mes propres données pour voir ce qui sort. Là encore, la question se pose du vous êtes en train de donner vos données. On l'a vu avec Samsung qui a joué un petit peu trop avec ce type de modèle et qui a laissé fuiter beaucoup de données. Il y a une vraie question sur, avant de se jeter dedans ou de se dire je veux entraîner mon propre modèle, déjà, est-ce que j'ai les bonnes données? Quel est mon use case derrière? Qu'est-ce que je veux en faire? Et est-ce que en fait, un modèle générique qui peut être à disposition aujourd'hui en local ou en privé, en statique, n'est pas une réponse satisfaisante? Tu commençais ta question, je crois, en faisant référence aux multiplicités de chatbots. Enfin, tout le monde voulait son chatbot, parfois même il y en avait plusieurs dans la même marque. Alors c'est sûr que vu du regard client, c'est problématique. Parce que du coup, tu parles à Léonard, tu parles à Augustin, tu parles... Enfin bon, bref, parfois même pas les mêmes réponses. Après, est-ce que c'est un problème en dehors de ce domaine-là quand il y a potentiellement différentes IA qui œuvrent à l'intérieur d'un grand groupe? Parce qu'il y en a un qui va être spécialisé sur la relation client, un autre sur la détection de fraude, un autre sur, je sais pas, la production de contenu. Je crois pas. Enfin, tant qu'il n'y a pas des use cases comme ça qui se marchent sur les pieds et qui aboutissent donc à des situations incohérentes comme celle que tu listais, je pense qu'au contraire, c'est peut-être le moyen justement de réussir à rester agile, aller vite, permettre à des métiers d'avancer plus vite que d'autres, et peut-être même sur des schémas différents. Moi, j'ai plutôt envie de faire du MEC, moi, j'ai plutôt envie d'acheter une solution sur le marché. Et peut-être même que ça va un peu dans la direction dont parlait Luc tout à l'heure, qui est celle de se dire on va aller peut-être un peu moins vers des modèles généralistes très coûteux, très énergivores, et plus sur des modèles plus spécialisés, qui vont faire que ça, mais qui le font bien et qui le font plus efficacement. Alors, vu qu'on reprend les propos de Luc, je vais recycler ma question. D'accord, on parle d'énergie, on parle de frugalité, mais on peut aussi parler d'éthique et de régulation et de propriété intellectuelle. On a commencé à en parler. En quoi ça influence les feuilles de route, les visions de vos produits et de vos stratégies? Ces paquets législatifs qui sont pas législatifs, de régulation qui nous arrivent, le fameux AI Act, mais également tous les sujets de propriété intellectuelle qui fleurissent, où on se pose des questions sur les datasets d'entraînement. Comment vous gérez ça et comment vous pensez qu'il faut que, de façon globale, on essaye de gérer ça? Alors comment ça nous impacte, nous? Déjà, on travaille sur le domaine de l'expérience client. C'est vraiment une interface que les clients, pas nos clients, mais les clients de nos clients peuvent interroger. Et c'est quand même, on touche quand même à un produit qui est vraiment le produit ultime, quoi. C'est ce que pense le client de sa perception de son rapport à la marque. Donc, on fait quand même très attention. Puis de toute façon, nos clients nous demandent de faire très attention avec ce qu'on fait et dans la pression qu'on donne. Le sujet des hallucinations, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet auquel on s'attaque pour le maîtriser et le garder contrôlé. Donc ça nous impacte déjà dans notre produit. Je crois qu'il y a Benoît qui est là, notre CTO d'ailleurs, et je sais que c'est un sujet qu'il adresse tous les jours pour garder ce sujet d'hallucination sous contrôle. Ça nous impacte aussi dans nos pratiques. Tu citais les AI Act. Dans les AI Act, il y a, je crois, tout un sujet qui dit que, en effet, quand une IA est à l'œuvre, ça doit être clair pour l'utilisateur que c'est une IA, que ce n'est pas prétendument un humain. Et puis sur des impacts aussi sur l'aspect sécurité réglementaire, puisque derrière, en effet, les données qu'on va utiliser, alors non pas pour entraîner les modèles, mais pour justement contraindre l'IA à s'appuyer sur des données, c'est des données dont on doit s'assurer qu'elles sont bien celles de nos clients, uniquement celles de nos clients, pas celles, alors évidemment d'un concurrent, ça serait le plus grave, mais pas de la donnée tierce qui leur a emprunté par ailleurs et qui en fait pourrait mettre notre IA générative dans une posture un petit peu délicate.
Et il y avait beaucoup de choses dans la question, parce qu'effectivement, il y a les sujets de régulation et donc, encore une fois, comme nous, dans la banque, finalement, on utilise des modèles, donc des modèles experts, des modèles d'IA aussi, depuis un certain nombre d'années. On a évidemment tout un setup de supervision du risque de modèle qui finalement s'applique et qui finalement répond déjà en assez grande partie hein, aux exigences de l'IA Act. Une des différences, c'est qu'en effet, ça portait majoritairement, je dirais, c'est pas exclusivement, mais sur des modèles dont on avait la responsabilité, qu'on avait construit nous, et donc où on était, nous, en mesure d'apporter facilement, je dirais, des garanties d'auditabilité, d'explicabilité. On a aussi, on utilise aussi depuis un certain temps des modèles qui sont externes, et donc on sait aussi appliquer ces exigences à des modèles externes et tester autrement ces modèles-là. Après, c'est vrai que, et encore une fois, ça rejoint ton point en disant finalement à quel point on va aller vers plus d'utilisation de modèles préentraînés ou alors décider de réentraîner des modèles, etc. Et donc là, bon, voilà, il y a un peu un champ des possibles. Mais je pense que ça, c'est important, encore une fois, de se dire que c'est des réglementations qui finalement viennent se placer les unes au-dessus des autres, où il y a déjà quand même un certain nombre de standards qui sont déjà respectés et où on rehausse et où voilà, on a des use cases qui vont entrer de plus en plus dans ces cadres plus précis. Ça, c'est le premier point. Et puis après, effectivement, tu posais plus globalement la question de l'IA responsable. Elle embarque beaucoup d'autres dimensions que uniquement la dimension régulatoire. Là, je pense que Luc Juliet a apporté la réponse, enfin en tout cas une réponse qui, moi, me résonne aussi avant, qui est de dire, voilà, revenons aux usages, pourquoi on utilise, et donc, voilà, quel est l'encadrement responsable et éthique que l'on place autour des usages. Et ça reste encore une fois de la responsabilité de celui qui lui fournit le dossier. Je suis assez d'accord avec cette vision, notamment sur la partie réglementation. Des réglementations liées à l'utilisation des données, c'est pas nouveau. C'est pas parce qu'on se met à utiliser des nouveaux types de modèles qu'on doit oublier tout ce qu'on a fait avant. On avait des mesures qui étaient en place, des métriques qui sont calculées de façon très régulière pour mesurer le drift des différents modèles, pour mesurer la pertinence, mesurer des potentiels biais, notamment des biais éthiques, etc. Donc, c'est des choses qu'on fait historiquement, qu'on continue de faire en incluant sur les nouveaux types de modèles cet aspect-là. Et après, je pense que pour revenir aussi sur la question initiale, sur la relation entre les startups et les grands groupes, c'est là où la pression elle est d'autant plus forte en tant que startup, parce que, comme tu le disais, vous commencez à utiliser des modèles externes, notamment des modèles qui viennent de startups, et là, c'est à nous de garantir ça. Et donc, l'enjeu pour une startup d'être en capacité de démontrer non seulement la qualité de ce qui rend, mais derrière aussi l'éthique et toute la partie réglementation autour de ces modèles est un enjeu clé. Et aujourd'hui, on n'est plus en mesure de vendre un produit si on n'est pas capable de valider toute la partie réglementation et à la fois réglementation et aussi aspect éthique, qui sont des aspects qui vont quand même assez souvent de pair. Alors, je file ma question, encore une fois. Avant d'être un gros groupe, Jarréjon, c'était une start-up avec 3 associés. On n'est que 3. Et on a, par exemple, la Société Générale qui nous dit votre approche, votre produit, votre process nous intéresse. Par contre, il faut être compliant sur le RGPD, sur l'IA Act, sur ceci, sur cela, sur cela, sur cela. Nous, on est 3. Comment on fait quand on est une jeune start-up? C'est beaucoup d'investissement, mais c'est un investissement qui est nécessaire parce que typiquement, pour nous, pour recevoir les données de la part des assureurs, le RGPD, on a dû être compliant dès le temps 1. Et donc, au fur et à mesure des nouvelles réglementations, c'est les choses qu'on suit en continu et avec potentiellement des évolutions de notre côté, que ce soit des évolutions techniques, des évolutions côté infrastructure, des évolutions côté qu'est-ce qu'on est capable de loguer, côté permission, etc. Et on fait évoluer. Aujourd'hui, donc moi, ça fait 8 ans maintenant que je travaille chez Shift Technology. La façon dont on travaillait il y a 8 ans, elle n'est pas la même qu'aujourd'hui, et avec des contraintes qui sont plus fortes, qui quelquefois sont un peu rageantes parce qu'on se dit, ah, voilà, il y a 8 ans, j'aurais juste fait ça, tac, tac, et j'aurais tout modifié en production. Bah oui, mais aujourd'hui, on ne fait plus ça. Aujourd'hui, on a une approche qui nous demande d'être beaucoup plus mesuré et d'être beaucoup plus réglementé, qui nous permet aussi d'aller chercher ces certifications et de garantir à nos clients une expérience qui est à la hauteur de ce qu'ils attendent aussi. J'ai 2 cofondateurs et je me lance sur un créneau. Je me dis, bah oui, si admettons Société Générale, c'est exactement le client type que je veux adresser,
parce que derrière, je vais adresser de l'enterprise, aider de la banque assurance sur une problématique donnée. C'est une aubaine. C'est une aubaine, c'est mon poisson pilote. Voilà. Enfin, oui, non, mais je pense que tu l'as bien dit autrement, en fait, ça fait partie du produit. Enfin, le respect des réglementations sur ces sujets-là, comme sur plein d'autres sujets, comme sur plein d'autres startups, en fait, maintenant, c'est intrinsèque au produit. Ok. Ma question, finalement, c'était aussi, est-ce que je dois pas repenser mon positionnement? Est-ce que je peux travailler tout seul? Ou est-ce qu'il faut que j'aille chercher des partenaires qui vont m'accompagner sur ces sujets un peu plus compliqués, un peu plus juridiques, un peu plus compliance dans le manque de la banque? Et est-ce que c'est des choses que vous avez déjà rencontrées, on va dire des conglomérats de start-up, ou d'ailleurs pas start-up, pour justement aller adresser un grand compte? Et réciproquement, quand on est un grand compte, est-ce qu'on a rencontré ce genre de conglomérat? La chance des startups, c'est que très souvent, elles sont financées par des fonds, on peut parler de BPI, voilà, mais que ce sont de formidables hubs aussi pour favoriser ces rencontres. On en fait là, ça accélère ce type d'échange. Ça permet de comprendre très vite aussi quelles sont les problématiques d'un grand groupe. On parlait des problématiques réglementaires à l'instant, mais ça peut être d'autres choses. Pour moi, c'est un des principaux vecteurs de ce type d'échange-là. Et en effet, on en parlait tout à l'heure aussi, l'IA générative, elle rebrasse un peu les cartes sur les écosystèmes. On voit que ça se positionne très vite. Il y a plein de clubs qui se montent sur plein de sujets. Et c'est une formidable aubaine aussi d'aller à la rencontre d'acteurs qui, derrière, œuvrent dans une même direction. Ouais, je pense que c'est des sujets en effet où en fait il y a encore quand même beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. C'est-à-dire que voilà, les réglementations, elles se sont un peu sédimentées, donc on les respecte pour partie. Et puis il y a des questions qui sont encore pas complètement claires. Sur les questions qui sont pas complètement claires, je pense qu'il y a toujours un intérêt en effet à travailler avec un peu différentes perspectives. Et je reparle peut-être du monde académique aussi. Enfin, nous c'est des sujets aussi où voilà, ça fait partie des acteurs avec lesquels on peut avoir des travaux, parce que ces travaux sur l'explicabilité et autres, c'est des travaux qui sont encore très mouvants en fait. Moi, je suis assez aligné avec ce que vous avez dit, et peut-être pour rebondir aussi sur ce que tu avais dit précédemment sur des nouveaux acteurs qui commencent à prendre une place de plus en plus forte dans l'écosystème. C'est aussi sur cela qu'on s'appuie beaucoup, notamment les cloud providers, parce qu'aujourd'hui, une grosse partie des certifications va s'appuyer sur les cloud providers. Donc, comment je choisis mon cloud provider en fonction de ça aussi, et comment je vais travailler avec eux pour aller adresser potentiellement d'autres clients, parce qu'eux, ils vont m'apporter aussi plus de contacts. Donc, il y a à la fois du contact entre startups, mais aussi via les cloud providers. Et aujourd'hui, les nouveaux acteurs qu'on voit arriver, qui vont être les providers de modèles et qui commencent à prendre une place de plus en plus forte, notamment sur des modèles préentraînés, parce que pour avoir un modèle préentraîné, il faut avoir énormément de données, et ça, tout le monde ne l'a pas. Donc c'est vrai qu'il y a cet échange classique sur les événements comme on a aujourd'hui qui permettent de la rencontre, et il y a aussi le fait de s'appuyer sur ces nouveaux acteurs qui en fait sont assez transverses, notamment un cloud provider, il travaille avec énormément d'acteurs sur le marché. S'appuyer sur des partenaires avec des cloud providers permet aussi d'étendre beaucoup le champ des possibles. Très clair. On me fait signe qu'il nous reste quelques minutes. En conclusion, avant de prendre des questions, si vous deviez donner un conseil sur comment on adapte justement, vous l'avez déjà beaucoup fait, mais une phrase à retenir, comment on adapte sa stratégie, sa feuille de route ou son produit, quelle que soit la taille de son entreprise, à l'ère de cette nouvelle vague d'IA, ce serait quoi le conseil? Moi, je peux commencer. Enfin, donc, je redirais, on reste orienté valeur. On parle de ce qu'on cherche à résoudre comme problème ou de la valeur qu'on cherche à créer. Ensuite, on réfléchit à la bonne combinatoire de technologies pour adresser ce problème. Et en prenant l'IA, comme le disait Luc Julia, comme les IA, et aussi d'ailleurs dans une combinatoire plus globale de technologies digitales, parce que placer de l'IA sur un process qui n'est pas déjà digitalisé, c'est parfois pas toujours une bonne idée. Moi, dans le même ordre d'idée, je reviendrai sur la remarque tout à l'heure sur moi, je veux mon IA, je veux mon IA. En fait, le vrai point, c'est pas tellement de se dire il y a l'IA générative, j'en veux, faites en sorte que je l'utilise.
Non, le point, c'est de dire quels sont vos problèmes et ensuite, on va regarder comment on les travaille et quel type de modèle peut répondre. Est-ce que c'est de l'IA, est-ce que c'est pas de l'IA et comment on change ça. Donc, c'est vraiment de penser sur le besoin plutôt que de se dire il y a ça qui est dispo, c'est bien de s'en servir, faisons quelque chose. Plus sain, je crois que c'est le focus, mais c'est la même chose, c'est de se poser la question, au fond, je sais pas, dans un an, je vais être reconnu comme étant le leader de vraiment celui qui s'est adressé quel problème. Voilà. Le cas d'usage, la valeur. Merci à tous les trois. Je crois qu'on a, voilà, on a un micro qui peut circuler pour ceux qui souhaiteraient poser des questions. Et comme toujours, c'est la première qui est la plus difficile, donc n'hésitez pas, toutes les questions sont bonnes. Alors, avec le micro. Bonjour, je m'appelle Théo. Est-ce que vous pouvez nous parler de la révolution des canuts en 1831 à Lyon avec les machines à tisser et les tisserands? Alors, moi, je n'ai pas compris la question. C'est-à-dire qu'en 1831, dans le quartier de Lyon, il y a eu une révolution qui s'appelle la révolution des canuts. Les canuts, c'était des tisserands de la soie. Et tout d'un coup est arrivée la machine à tisser. Et donc, ils ont saboté les machines, cassé les machines, parce qu'ils pensaient que les machines allaient remplacer leur travail. Donc, il y a un parallèle à faire avec les machines, les ChatGPT. C'est pour savoir si vous trouvez un parallèle avec la peur qu'il y a aujourd'hui. La peur des machines. Merci. Merci beaucoup. Mais en fait, pour rebondir là-dessus, je pense qu'aujourd'hui, il y a cette peur-là, elle est en train de s'effacer. Quand on voit la rapidité à laquelle les gens se sont jetés sur ChatGPT pour aller voir c'est nouveau, c'est rigolo, qu'est-ce que ça peut faire. Donc en fait, les gens n'ont plus peur de la machine en elle-même. Il y a une vraie question qui est très légitime derrière de se dire mais est-ce que demain il ne va pas être capable de faire mon travail? En fait, ce qu'il faut voir, c'est vraiment se dire peut-être qu'il va faire la partie de mon travail que je n'aime pas, la partie qui est un peu répétitive, la partie qui va être comment je gère mon agenda, comment je fais en sorte de... On me dit, est-ce que tu es dispo à tel jour? Je vais regarder dans mon agenda, est-ce que tel jour je suis disponible et toi tel jour, etc. Ça, potentiellement, on peut l'automatiser. Ça, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à passer du temps à faire ça? Pas forcément, on va pouvoir se focaliser sur d'autres tâches. Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire comment, non pas je vais être remplacé, mais comment mon métier va évoluer, comment je vais me mettre à faire d'autres choses. Et je vois notamment, tu parlais des outils type copilote sur la partie ingénieur, enfin sur la partie code. Nous, c'est les choses qu'on utilise. On ne se dit pas, tiens, mais en fait, je peux demander à Copilote d'écrire tout mon code. Non, il faut quand même que je lui explique un petit peu qu'est-ce que je veux faire, comment je veux l'optimiser, quelle idée je veux mettre derrière. Alors par contre, effectivement, ça me prendra beaucoup moins de temps d'écrire 10 000 lignes de code parce que je n'ai pas à taper chacune des lettres une par une. Ça va dérouler, ça va s'auto-compléter, je vais pouvoir avoir des blocs qui sont préécrits. Par contre, la logique qui est derrière, comment j'ai pensé mon code, comment j'ai pensé mon algorithme, ça reste encore une partie qui va être portée par l'homme. Et c'est justement peut-être là où est la vraie plus-value de mon travail par rapport à juste finir d'écrire. Une fois que j'ai eu mon idée et que je sais ce que je veux faire, si effectivement j'ai quelque chose qui est capable de m'écrire tout le code que j'ai dans ma tête, ça ira beaucoup plus vite. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. C'est bon. Donc, je suis Jean-Christophe Lazernia, je travaille chez XPM, je place des managers de transition dans les entreprises. Ce qui est intéressant, vous avez dit on va partir des cas d'usage, ce qu'on peut faire, etc. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un énorme travail d'acculturation à faire parce que justement, c'est de savoir ce qu'on peut faire avec cet outil. Parce qu'on peut partir des cas d'usage, mais les cas d'usage, ils sont immenses. On a l'impression qu'on va pouvoir tout faire, mais en fait, on ne peut pas tout faire. Moi, je suis approché, il y a des gens qui rêvent, on va analyser tous les CV automatiquement, on va trouver des managers comme ça, etc. Ça, c'est une part de rêve. Peut-être qu'on y arrivera. Donc la question, c'est justement comment on travaille sur l'acculturation et comment on fait que finalement, on arrive à des cas d'usage qui soient des vrais cas d'usage dans lesquels on peut vraiment utiliser l'IA tel qu'on l'a sous la main actuellement. C'est ça ma question. Oui, merci. Je pense que c'est en effet une très bonne question. À partir du moment où on dit que les usages sont au centre, on parle des gens qui vont les utiliser. Donc, je pense qu'il y a effectivement, c'est essentiel et c'est ce qu'on fait tous, je pense, un vrai besoin de former les gens et aussi former en théorie et puis former en pratique. Donc, ça a été un des principaux game changers d'ailleurs de ChatGPT, c'est que tout le monde a pu utiliser et tout le monde a pu se rendre compte par lui-même finalement
de ce sur quoi c'est bluffant, ça marche super bien, et de ce sur quoi c'est bluffant dans l'autre sens, ça marche vraiment pas. Donc ça déjà, ça nous a beaucoup accéléré dans la capacité de tout un chacun à comprendre ce qu'on peut en faire. Après, je pense qu'il y a peut-être un deuxième élément de réponse qui est important, c'est quand on travaille avec nos collaborateurs sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, il faut penser à garder une approche très holistique, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on peut faire, il y a ce que technologiquement ça peut faire, et puis il y a ce qu'on peut faire sur toutes les autres dimensions. Et donc on a parlé de dimensions régulatoires, les sujets RH aujourd'hui c'est dans le high risk, dans l'IA Act, donc ça a des implications. Il y a ce qu'on peut faire d'un point de vue qu'est-ce qu'on veut faire, et donc est-ce que ça répond vraiment à ce qu'on veut faire. Enfin, je pense que c'est très important d'avoir une approche très holistique et de ne pas oublier dans ces sessions qu'on fait tous toute la partie formation, upskilling que ça va nécessaiter, qu'on soit utilisateur, qu'on soit concepteur des futurs usages dans l'entreprise, ou qu'on soit plus technique et donc qu'on ait besoin de nouvelles compétences plus techniques, et donc de bien finalement raccrocher une stratégie d'IA ou d'IA générative, peu importe, à la réalité de ce que ça va impliquer pour chacun dans l'entreprise. Donc oui, je pense que c'est clé. Il y a une question dans les marches. Ouais. C'est une question. C'est une question pour vous, Noémie. Quel conseil vous donneriez à d'autres grands groupes français pour qu'on devienne les meilleurs du monde dans les applications de l'IA et la performance de nos groupes à l'international? C'est pas une question facile. Je pense que moi, je dirais que quand même, il faut rester humble. Enfin, je veux dire, c'est des sujets qui sont en train d'évoluer. Donc, je pense que un point important, et on l'a beaucoup dit, et c'est un peu ce qu'on fait ce soir, c'est que je pense aussi, on est sur une courbe d'apprentissage. On va continuer d'apprendre. Donc, si on veut faire les choses en utilisant au mieux les technologies, tout en faisant ce qu'on a vraiment collectivement envie de faire, je pense que c'est important de continuer de débattre. Mais j'ai pas un conseil vraiment que je me permettrais de donner aux grands groupes. Merci. Merci beaucoup pour les 3 interventions. Moi, j'ai une question. Cette table ronde, on l'a appelée grand groupe startup. Je pense qu'on aurait aussi pu l'appeler grand groupe freelance. Parce que moi, les gens avec qui je travaille pour un grand groupe dans le secteur de l'énergie, qui utilise du nucléaire, voilà. Enfin, qui fait le nucléaire en France. Et en fait, moi, je me rends compte, c'est que j'ai trouvé très intéressant ce que vous avez dit sur l'écosystème. Il y a des acteurs que vous n'avez pas mentionnés, c'est les SS2I, les ESN, qui, elles, pour le coup, le business model, c'est de fournir du dev, des heures de dev et de dev et de dev. Et du coup, moi, en fait, maintenant, je vais directement avec le maker. Parce qu'en fait, il y avait une étude de maths là, qui était très intéressante, qui disait que sur les freelances en fait, techniques, ils sont passés de 4 heures à 7 heures de formation. Ils s'auto-forment 7 heures par semaine. C'est une journée par semaine. C'est énorme pour être toujours keep up with the flow, quoi. Et donc, du coup, ma question, c'est est-ce que c'est quelque chose si vous voyez? Est-ce que dans les startups, c'est quelque chose que vous voyez? Parce que moi, aujourd'hui, je préfère collaborer avec un bon maker qui aura travaillé sur plusieurs modèles dans plusieurs entreprises, plutôt qu'avec une start-up ou même un consultant dont j'ai plus besoin, en fait, parce que sa capacité de conseil, au bout de la semaine, elle est quasiment morte, quoi. Donc, du coup, voilà, je voulais savoir si vous aussi, c'était quelque chose, et si avec vos pairs que vous aviez observé. Donc, collaboration start-up, oui, mais collaboration freelance, surtout. Qui veut prendre? La question n'est pas facile. Alors, elle n'est pas facile, cette question, parce que c'est un sujet que vous abordez sous l'angle freelance, mais même dans une entreprise ou dans une start-up, ça amène la question, pour reprendre les termes de Noémie, de la culturation, de comment est-ce que derrière on amène un ensemble de personnes à s'approprier ces outils, à les intégrer dans leurs pratiques, pratiques de production, pratiques de recherche, pratiques de documentation, ou même tout simplement de productivité. Et puis pratique de formation. Voilà. Et c'est vrai que sur des cas d'usage où, je me souviens de ChatGPT il y a un an quand c'est sorti, tous les jours il y avait des dizaines d'outils, de cas d'usage qui sortaient. C'était difficile de keep up with the flow, voilà, pour reprendre l'exemple.
Non, c'est pas une question facile à aborder. Enfin, j'ai pas de conseils sur ce sujet, parce que c'est vrai que ça nécessite, je pense, côté RH en tout cas, pour parler de start-up, de savoir comment créer une track presque sur ce sujet de l'IA générative. Je peux donner un exemple. Enfin, chez iAdvise, on a eu la chance d'avoir, pour qui le voulait, une licence business, enfin pro d'OpenAI. C'est quand même un vrai budget que chacun peut utiliser comme il le souhaite, que ce soit dans les respects des règles de la donnée, de la privacy, etc. Mais que ce soit pour les devs sur la pratique de codage, que ce soit chez nos Customer Success Managers pour faciliter la production de contenu marketing aussi. Même moi, dans mes recherches, des fois, sur des sujets donnés. Récemment, on a même eu un hackathon en interne où on avait trois axes. Est-ce que ce que vous allez faire va aider à fabriquer le produit? Est-ce que ça va aider à le vendre, à le servir? On a eu plus de 20 projets déposés, 14 équipes constituées. Je pense en fait que c'est une pratique qui n'est pas simple, top-down, comme ça, et essayer de piloter. Et que la meilleure manière de le faire, je ne dis pas ça parce que c'est comme ça qu'on l'a fait, c'est de dire, voilà, je vous donne des outils, je vous donne des moyens, je vous donne 24 heures, faites ce que vous voulez. Alors, c'est encore tout frais, c'était la semaine dernière, je ne sais pas quelle suite encore ça a donné. Enfin, si pour mon projet, je sais parce que c'est nous qui avons gagné. Mais derrière, je pense que ça passe par là, par beaucoup d'initiatives, parce que c'est peut-être la chance des freelances, c'est qu'en fait, la chance de difficulté, mais en tout cas, la chance là-dessus, c'est d'aller là où ils ont besoin d'aller. Donc s'ils décident à un moment où s'ils sentent qu'ils ont besoin de passer de 4 heures à 7 heures de formation sur le sujet, ils le font. Merci. Est-ce qu'on a une autre question, ou même deux encore hein, d'ailleurs? Au fond. Et voilà, on aura les deux. Merci beaucoup pour vos interventions. Moi, je voulais revenir sur la partie régulation dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez super bien expliqué le besoin des startups de s'aligner avec les besoins de régulation aujourd'hui avec les AI Act qui arrivent. Moi, j'avais une question un peu inverse. Est-ce que vous pensez que ça peut être aussi un frein à la recherche et à l'innovation pour les startups, cette régulation qui arrive? Merci. Alors, ça va dépendre du point de vue. Le point de vue du chercheur en moi, il dit oui. Le point de vue plus politiquement correct, il dit et en même temps sans régulation, où est-ce qu'on va aller? Donc la réalité, elle est un peu entre les deux. Oui, c'est un frein sur certains aspects, mais comme le RGPD l'a été, il y a des choses qu'on a le droit de faire dans certains pays qu'on n'a pas le droit de faire dans d'autres. On voit des impacts assez forts sur la qualité des modèles. Par contre, c'est aussi des choses sur lesquelles déjà on a peu ou pas d'influence. Donc, de toute façon, si on veut faire avancer, typiquement, si on veut faire quelque chose en France, il faut qu'on respecte le RGPD, il n'y a pas le choix. Donc, c'est quelque chose sur lequel on doit s'aligner. Est-ce que ça limite les modèles? Oui. Par contre, pour moi, ça permet aussi de s'assurer d'avoir des garde-fous et d'éviter de partir dans des modèles qui vont justement, tu en parlais tout à l'heure, sur les hallucinations, etc. C'est aussi une façon de garder un peu la main sur ce qui se passe. On cherche à automatiser de plus en plus de processus et d'aller vers des IA qui vont remplacer certaines tâches un petit peu répétitives, potentiellement interagir avec des gens. On veut quand même garder un contrôle là-dessus et s'assurer qu'on ne va pas faire n'importe quoi. Oui. Une dernière question? Merci. Adonis de chez L'Oréal. Moi, j'ai une question qui va revenir un petit peu sur le propos de Luc Julia en début de Tech Up. On parlait éducation. Aujourd'hui, le consommateur, il est face à des outils qui sont en fait destinés à l'adoption de masse, qui vont très vite et qui répondent à des besoins de façon plus ou moins correcte, avec parfois des réponses approximatives, mais juste assez bien, good enough. En face de ça, en entreprise, on essaye de construire des solutions qui sont, alors pas tout à fait parfaites, mais compliant, belles, bien polies, réactive. Comment est-ce qu'on se positionne, grand groupe ou start-up ici, dans cette course en fait, face à un public qui va peut-être plus vite que nous?
Mais je pense que c'est bien. Enfin, la question est très bien posée, c'est-à-dire qu'effectivement, en fonction des usages qu'on a besoin d'avoir de ces technologies, on va avoir des niveaux d'exigence en termes de performance, en termes d'accuracy, en termes. Alors, moi, je disais tout à l'heure, le respect de la régulation, ça, c'est pas une option. Mais en revanche, voilà, c'est vrai qu'on va avoir quand même. Des usages, enfin voilà, des exigences différentes, de la même que individuellement, on a tous un rapport différent personnel avec la capacité qu'on a à partager nos données, plus ou moins, pas vraiment, etc. Donc moi, je pense que c'est sûr que l'entreprise, moi, ça me paraît compliqué dans un temps court pour l'instant d'arriver à proposer à l'échelle une expérience, je veux dire, d'un point de vue confort qui soit alignée avec celle qu'on peut avoir dans nos vies personnelles. Mais c'est vrai sur tous les sujets, en fait, enfin, quand on réfléchit bien. C'est-à-dire que l'entreprise, comme n'importe quel endroit où on travaille, pose un cadre dans lequel on opère parce qu'on est dans le cadre de l'entreprise. Donc, je pense qu'il faut accepter qu'en effet, le niveau est rehaussé quand on est dans un usage professionnel. Et voilà, enfin, ce serait ma réponse, en tout cas. Il y a une question de collectif aussi. Vous comparez, pardon, vous comparez le niveau d'exigence d'un individu, enfin d'une somme d'individus, mais qu'on peut considérer comme des individus isolés vis-à-vis des usages. Ça va toujours très vite. Sur le B2C, ça va très vite. Plus dans le grand groupe, avec le cadre professionnel dont parlait Noémie, mais il y a en plus un besoin d'homogénéiser. On sait que ça va moins vite. On sait que ça va moins vite par nature dans les usages professionnels, mais là aussi, ce n'est pas propre à l'IA générative. Ça a été vrai pour les outils de messaging, pour en parler par exemple, où pendant même un moment, c'était encore tabou, alors que tout le monde l'avait largement adopté. Bon, c'est comme ça. Et ce sera le mot de la fin. Quel mot de la fin? Un très grand merci donc à vous trois, Maxime, Noémie, Michael. Un grand merci bien sûr à Luc Julia qui a dû partir. Un grand merci à vous qui êtes présents ce soir. Et un grand merci donc à French Tech Corporate Community et au Hub de BPI France pour avoir organisé cette soirée. Merci. 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 Merci.